Alors, aujourd'hui, pourquoi on travaille ensemble? Pourquoi on a décidé de travailler sur les situations, de vous informer sur les situations de handicap au travail? C'est parce que nous sommes aujourd'hui, et cette semaine particulièrement, dans la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et comme l'année dernière, en fait, on souhaite informer plus spécifiquement durant cette semaine-là, mais évidemment tout au long de l'année, de pouvoir répondre à vos interrogations sur le sujet des situations de handicap au travail. Donc, on est bien dans le cadre de la CEP cette semaine, hein, Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour cette petite heure qu'on va passer ensemble, on vous propose un petit programme. Le programme, c'est effectivement de faire un petit tour d'écran rapide si on le peut, ou de noter en fait dans le chat un peu vos noms, prénoms et métiers. Comme ça nous permettra, et même déjà vos questions si vous le souhaitez, comme ça on pourra y répondre ensuite. On va parler de la situation de handicap, qu'est-ce que c'est finalement? Et puis, une notion importante pour une association, pour un employeur, c'est l'obligation d'emploi. Vous donner quelques éléments sur le sujet. Et puis, faire un petit focus sur la RQTH. Donc, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ensuite, on vous propose le témoignage et l'échange avec Karine Lamarté, qui est présente aujourd'hui et qui pourra donc vous apporter une réalité de terrain. Prenez des notes, hein, puisqu'on prévoit un petit quiz. Et enfin, des infos complémentaires, des sites, des ressources pour que vous puissiez aussi vous renseigner et puis passer l'info évidemment à vos collègues, votre famille, à des personnes qui auraient besoin de se renseigner. Et on vous a prévu un petit questionnaire satisfaction que vous pourrez aussi remplir via un petit QR code. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose. Alors le petit tour d'écran, si vous pouviez noter effectivement dans le chat. Dans le chat, c'est la petite icône où on a un petit encart pour écrire une sorte de petite bulle pour mettre votre nom, votre prénom, votre métier et votre établissement. Et si vous avez déjà des petites questions, n'hésitez pas. Nous sommes tout à fait preneurs. Donc cette année, on est à la 27e édition de la CEP. Vous voyez, nous, chez Vivre et Devenir, c'est la deuxième fois, entre guillemets, seulement qu'on le fait, mais parce que on avance, on évolue, on sent que c'est un sujet qui est important, sur lequel il faut qu'on puisse donner, donner des clés aux collaborateurs, de parler de ce sujet, du handicap, et puis de vous apporter des ressources internes pour continuer de maintenir en emploi, de développer des compétences, d'aménager des postes, de répondre à des besoins liés à vos situations. Donc, c'est vraiment cet objectif aujourd'hui. On informe et on sensibilise. Je vais laisser la parole à Hugo pour le premier item qu'on aborde ensemble, qui est de définir la situation de handicap. Alors, je vais rebondir sur la petite icône en haut à droite de la présentation qui montre une personne en fauteuil roulant. Donc, il faut savoir que 2% des personnes en situation de handicap moteur se déplacent en fauteuil. Et en guise d'introduction, je vais vous poser une question. À votre avis, combien y a-t-il de personnes en situation de handicap en France? Entre 10 000 et 20 000, entre 200 000 et 500 000, entre 1 et 2 millions ou plus de 10 millions. Vous pouvez allumer vos micros et vous avez le droit de vous tromper. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend bien, Hugo. Moi, je dirais la réponse C. OK. Est-ce qu'il y a d'autres? N'hésitez pas à prendre le micro ou à écrire dans le chat. Moi, je dirais la réponse D. D'accord. Je dirais la réponse B aussi. Il y a BCD, hein. C'est bien, c'est top, c'est parfait. Alors, juste en attendant que vous donniez les réponses, vous savez que ce que disait Hugo sur le petit sigle du handicap, ce qui est intéressant, c'est quand on parle du handicap, vous voyez, tous les logos, c'est des personnes en fauteuil roulant. Or, c'est ceux qui représentent, c'est la catégorie, il y a 6 situations de handicap, les moteurs notamment, c'est ceux qui représentent finalement le moins. Et donc, c'est intéressant parce qu'on prend ce logo-là, alors que c'est pas forcément celui qui va représenter de manière globale, finalement, les personnes en situation de handicap, mais qui nous parle à tous. Donc, vous voyez, il y a encore du chemin à faire aussi sur les jugements et les informations qu'on a. Alors maintenant que vous avez tous réfléchi à la question, Hugo va pouvoir vous donner la réponse. Donc, la réponse est plus de 10 millions. Donc, en 2021, on dénombrait 6,8 millions, donc c'est-à-dire 13% des personnes de 15 ans ou plus
vivant à leur domicile et qui déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive, et 3,4 millions, c'est-à-dire 6%, qui déclarent être fortement restreintes dans des activités habituelles en raison d'un problème de santé. Alors, pour illustrer un petit peu, vous donner un peu voilà, d'éléments complémentaires, Hugo peut vous donner encore d'autres éléments. Donc, on compte 12 millions de personnes qui sont touchées par handicap, donc soit 20% de la population française, 2,7 millions qui sont en âge de travailler, donc ce qui va de 15 à 64 ans, et 938 000 qui ont un emploi, soit un taux d'emploi de 35%. Et il faut noter qu'un travailleur sur deux rencontrera une situation de handicap au cours de sa vie professionnelle. Tout à fait. Et pour vous illustrer la situation, on va vous passer un film de la CEP qui date de 2020 sur la situation de handicap. Alors, n'hésitez pas à faire un petit signe à Hugo si vous ne voyez pas, vous n'entendez pas la vidéo, je la lance. N'hésitez pas à rapidement nous dire. Arrive, hein, vous inquiétez pas, c'est le réseau à la DG. Est-ce que vous savez ce qu'est une situation de handicap? Le saviez-vous? Seulement 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. Ce qui veut dire que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. Plus de 12 millions de Français sont touchés par un handicap lié à une maladie ou à un accident. On parle de situation de handicap dès lors qu'une personne est dans l'incapacité du fait de son état de santé ou de sa déficience de pouvoir réaliser certaines des tâches, des missions qui lui sont confiées dans son environnement de travail. En résumé, la situation de handicap peut intervenir à tout moment de la vie, est temporaire ou définitive, est stable ou évolutive, est visible ou invisible. Les travailleurs en situation de handicap sont avant tout des personnes qui ont été recrutées ou maintenues en emploi pour leur parcours professionnel et leurs compétences. Car oui, le handicap n'a aucune incidence sur les compétences. Mais ce n'est pas tout. Le statut de travailleur handicapé, vous pensez que c'est dévalorisant? Mais les entreprises n'embauchent pas votre handicap, elles embauchent vos compétences. Parce qu'il existe une grande diversité de handicaps, le groupe partenaire s'attache à aborder tout souci de santé d'un collaborateur pour son confort de travail. Alors changeons notre regard et choisissons d'en parler. On va passer sur la définition de la situation de handicap pour aller un peu plus dans le sujet. Et je vais prendre la définition qui est dans la loi du 11 février 2005. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société qui est subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions. Donc, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Et donc, on pourrait résumer cette définition par en fait, la situation de handicap, c'est des difficultés qui se présentent dans la vie quotidienne. Alors, effectivement, on a la situation de handicap et puis en vrai, on a les types de handicap. Alors, on vous a mis un petit schéma qui nous parle assez facilement, hein. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on peut définir à peu près 6 familles de handicap. Handicap moteur, on l'a évoqué, pardon. On a le handicap visuel, hein, pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Handicap auditif, personnes sourdes ou malentendantes. Handicap psychique, troubles mentaux, affectifs ou émotionnels. Encore une déficience intellectuelle, donc privation des facultés intellectuelles, ou encore les maladies invalidantes, maladies respiratoires, digestives, infectieuses. Donc voilà, ces 6 types de handicap rentrent bien dans la définition de la loi de 2005.
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, 80% des handicaps sont invisibles. Et d'ailleurs, on a même vu récemment que ça allait peut-être monter à 85%. Donc, c'est quand même assez important puisque on a peut-être autour de nous la famille, des amis, des collègues qui ont une situation de handicap, mais qu'on ne perçoit pas. Et c'est important, on en reparlera après, hein, justement peut-être d'en parler pour aussi taire les tabous, être transparent, permettre des aides, de la compréhension, de l'appui, etc. Donc voilà, déjà une des premières raisons pour en parler. Et puis ces situations de handicap, elles peuvent être temporaires ou définitives, hein, ça va dépendre aussi des évolutions de la santé de chacun et des types voilà, de handicap qui sont réversibles ou non, etc. Alors là aussi, on s'est permis de vous mettre une petite vidéo illustratrice, ça rend un peu plus vivant la présentation, puis ça permet de rendre concret aussi nos propos. Donc encore une fois, on vous laisse visionner. Normalement, le son fonctionne, donc tout va bien. Juste le temps que ça charge. Est-ce que vous savez ce qu'est le handicap? Si je vous dis handicap, vous pensez certainement à un fauteuil roulant, à la canne d'un non-voyant. En fait, vous pensez automatiquement au handicap visible. Pourtant, celui-ci ne se voit pas toujours. Prenez 10 personnes en situation de handicap. Et bien pour 8 d'entre elles, on ne voit tout simplement rien. Elles sont atteintes d'un handicap invisible. Le plus répandu est pourtant le moins reconnu. Dyslexie, sclérose en plaques, perte auditive, diabète, épilepsie, asthme, maladie de Crohn, hernie discale, hépatite, VIH, toutes ces pathologies font partie des 80% de handicaps invisibles. Visible ou invisible, faire reconnaître son handicap en obtenant une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, permet d'améliorer ses conditions de travail grâce à des aménagements adaptés à sa problématique de santé. Personnellement ou au travers d'un proche, nous pouvons tous être confrontés au handicap. Parce qu'il existe une grande diversité de handicaps, le groupe partenaire s'attache à aborder tout souci de santé d'un collaborateur pour son confort de travail. Alors changeons notre regard et choisissons d'en parler. Alors voilà, on espère que ça vous donne d'autres éléments. Et puis, on va poursuivre avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ce qu'on dit souvent, en fait, OETH, c'est encore du jargon, c'est encore des mots complexes, mais voilà, c'est à retenir parce que c'est eux qui vont délivrer beaucoup d'aide. Donc, je laisse Hugo reprendre sur le sujet. Donc, l'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, signifie que tout employeur, y compris ceux de moins de 20 salariés, doit employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de son effectif salarié. Donc, dans le cas de Vivre et Devenir, ça équivaut à 77 collaborateurs. Et on a atteint ce taux. Et donc, là, c'est toujours important de fournir son attestation à l'employeur pour qu'on ait toujours ce taux. Alors, en gros, hein, ça veut dire qu'en fait, comment on fait pour atteindre les 6%, c'est la question. C'est en fait, on déclare des personnes, des collaborateurs en situation de handicap, mais on ne déclare pas n'importe qui, n'importe quand. On a évidemment à l'appui des preuves et on verra ensuite quelles sont ces preuves pour atteindre ces 6%. L'OETH, ça va favoriser l'emploi des travailleurs handicapés. Ça concerne les établissements privés à but non lucratif, donc dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Ça concerne 16 400 établissements et 500 000 salariés. Alors, on va ensuite, une fois qu'on sait ce que c'est que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, on va parler pardon, des bénéficiaires. On va expliquer ce que c'est. Alors, il y a peut-être une question dans le chat. Est-ce qu'on a une main levée, une petite question?
Oui, on demande si c'est 6% pour l'ensemble de l'association et pas Alors, par étape. très bonne question. Merci. Alors, en fait, c'est effectivement 6% pour l'association. Par exemple, on peut avoir un établissement où il n'y a pas de personnes qui ont de reconnaissance, hein, ou voilà, on n'a pas les attestations, parce qu'il n'y a pas d'obligation, on ira après, hein, de la fournir. Mais c'est bien au niveau national, puisqu'aujourd'hui, notre déclaration, là, on va rentrer un peu dans du technique, mais notre déclaration annuelle au niveau de l'URSSAF, elle est nationale et donc on ne fait pas de distinction. Donc voilà, c'est vraiment que c'est cumulé en fait avec l'ensemble des attestations reçues. Donc merci pour cette question. On continue, donc je vous l'ai dit, avec les bénéficiaires de l'OETH. Hein. Donc qui peut être bénéficiaire, qui va rentrer en fait dans nos calculs de l'OETH? Alors, tout le monde va nous dire, ah ben il faut une RQTH. Alors la RQTH, encore un petit terme sympathique, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Celle-ci, elle est délivrée, vous le voyez, par la MDPH, hein, la maison départementale. Effectivement, ce statut est important et ce statut permet de rentrer dans les bénéficiaires, mais il y a également d'autres statuts. Alors, je vois qu'il y a une petite question encore. Je peux me faire une petite pause? 6% valorisé. Ah, est-ce que c'est valorisé en ETP, les 6%? Alors, c'est une bonne question. En fait, je vais vous dire oui, c'est valorisé en ETP. Après, par contre, pour le calcul, et c'est ce qu'on va expliquer ici, on va voir en fait qu'il y a différents types de bénéficiaires et en fait, tous, alors c'est pas très joli ce que je vais dire, ils ne sont pas pondérés de la même manière. En fait, par exemple, si on a des personnes qui ont une incapacité de travail de X%, il va y avoir des points pondérés par rapport à ce pourcentage et ça ne vaudra peut-être pas une unité, ça va peut-être valoir 0,5 ou 0,75. Donc, c'est comme ça que ça va être calculé en termes d'unité en fait, de bénéficiaires. Mais sinon, effectivement, nos 6%, c'est calculé sur les ETP. J'espère avoir répondu à la question. Je me permets de poursuivre, sinon vous continuez à interroger. Donc, qu'est-ce qui est aussi délivré par la MDPH? C'est toutes les personnes qui sont titulaires d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et les allocataires pardon, les personnes qui perçoivent l'allocation adulte handicapé, ce qu'on appelle dans le jargon AAH. D'autres bénéficiaires qui peuvent rentrer, ce sont des bénéficiaires qui se voient délivrer auprès de l'assurance maladie des personnes qui peuvent être victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, mais qui entraînent une incapacité permanente supérieure à 10% et percevant une rente. Donc, vous voyez, là aussi, il faut être attentif. C'est pour ça qu'on va voir aussi après qui peut nous accompagner dans ces démarches, parce que c'est bien facile de se dire, faut se déclarer, mais comment on fait, vers qui on va, parce que c'est pas évident. Et on a aussi donc les personnes qui sont titulaires de la pension d'invalidité, si l'invalidité aussi réduit au moins 2/3 des capacités de travail. Et là, c'est une attestation, encore une fois, assurance maladie, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas se tromper. Et l'État délivre aussi pour, par exemple, les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou encore les sapeurs-pompiers volontaires titulaires allocation ou rente d'invalidité. Donc là, c'est pareil, ça nous concernera peut-être moins, mais en tout cas, c'est important vu que ça fait partie voilà, de tous ces bénéficiaires. Alors, une fois qu'on a parlé des bénéficiaires, on s'est permis de faire un petit focus sur justement la RQTH. Donc, la RQTH, c'est bien une des manières de pouvoir être bénéficiaire de l'obligation emploi handicap. Alors, la RQTH, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est rattaché en fait à un salarié, hein, ça lui donne un statut de travailleur handicapé et ça lui donne un accès à des droits. Ça concerne l'ensemble des salariés qui ont rencontré en fait une problématique de santé hein, dans leur parcours professionnel. On les a vus tout à l'heure, les différents types de handicap, et qui en fait font faire une demande pour être reconnus travailleurs handicapés. Hein, donc ça, c'est important. C'est une démarche qui est à faire parce qu'on peut avoir des problèmes auditifs, hein, porter un appareil, mais sans jamais faire une demande de reconnaissance. Bah, du coup, oui, vous êtes en situation de handicap, mais vous ne serez pas reconnu. Et c'est là où ça va être important. Et parfois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a, la plupart sont des handicaps invisibles, mais qui gênent quand même au quotidien. Et c'est cela qu'il faut, il faut se concentrer dessus, être accompagné pour permettre une reconnaissance, pour ensuite avoir différents droits et aides sur le sujet. Alors, Hugo va poursuivre. Voilà, vas-y, je t'en prie. Alors, il y a deux questions qui se posent. Pourquoi et quand se déclarer? Donc, pourquoi tout d'abord, quel est l'intérêt de se déclarer? Premièrement, pour avoir un accès à l'emploi, puis pour avoir un maintien en emploi et enfin avoir un avantage financier. Donc, parmi ces avantages, par exemple, il y a un appui de 500 €
par exemple pour toute embauche en CDI pour la première fois. Et quand se déclarer, vaut mieux le plus tôt possible pour avoir la Parce que retraite. c'est long, c'est Oui. très long. Et il faut toujours que ce soit une démarche personnelle. Et seul le salarié est habilité, le collaborateur est habilité à informer son employeur et personne d'autre peut le faire. Lui C'est vraiment une démarche personnelle et volontaire. De noter ça parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on est là pour vous donner des infos. En aucun cas d'obliger à donner votre attestation. C'est simplement d'expliquer en quoi elle peut être importante, en quoi elle peut être utile, et puis de vous donner aussi, encore une fois, les ressources pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Et on se permet d'insister sur la durée parce que c'est long. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, et c'est vrai que ça peut prendre quelques mois. Et puis, pendant quelques mois, vous n'êtes pas accompagné, vous avez des douleurs qui se poursuivent, vous n'avez pas le matériel adapté, et ça, c'est compliqué. Donc, on va vous remettre à nouveau une petite vidéo illustratrice en espérant qu'elle vienne compléter nos propos également. Le temps qu'elle charge, évidemment, comme tout à l'heure. Sauf si j'étais trop vite. Oui, vous inquiétez pas, c'est le réseau. C'est le temps de lancer. On est égaux partout, hein. Oui à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est un atout et chacun y trouve son intérêt. Ce titre vous concerne peut-être. Ce titre est confidentiel. Ce titre sécurise votre parcours professionnel. Ce titre ne vous fait pas prendre de risques. Ce titre est temporaire. Je ne suis pas handicapé. Vous pouvez être reconnu travailleur handicapé. Même si vous n'êtes pas en fauteuil ou si vous n'avez pas de canne blanche, 80% des handicaps sont invisibles. Diabète, lombalgie, syndrome du canal carpien peuvent être reconnus comme des handicaps. Mais tout le monde va le savoir. Non, ce titre est confidentiel. Vous seul pouvez décider d'en parler à vos collègues et votre employeur. Mais transmettre votre RQTH à votre employeur n'a que des avantages. On va me licencier. Le handicap n'est pas un motif de licenciement. Au contraire, la RQTH permet à votre employeur d'obtenir des aides financières d'OETH pour aménager votre poste de travail, par exemple, ou bénéficier d'une formation pour changer de métier. Je ne vais plus pouvoir payer ma maison. Non, ce titre ne vous fait prendre aucun risque. Vous pouvez continuer à être crédible vis-à-vis de votre banque. L'assurance ne peut pas dénoncer votre emprunt à cause de votre RQTH. En fait, avoir la RQTH, c'est avoir un atout dans son jeu. Lorsqu'un salarié en CDI présente sa RQTH à son employeur, le salarié peut toucher une prime de la part d'OETH. Je vais être étiqueté handicapé à vie. Non, ce titre est temporaire. Pendant 1 à 5 ans, il vous permet de résoudre les situations. Il ouvre des droits que vous ne pourriez pas avoir sans lui. Voilà, donc là aussi, on vous enverra le PowerPoint, ça vous permettra effectivement d'avoir les ressources et puis de pouvoir visionner ensuite. Donc, la procédure pour se faire reconnaître de travailleur handicapé, et comme on est en France, on aime bien les papiers, on aime bien les CERFA, on aime bien remplir des formulaires. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc, oui, il y a un dossier à déposer auprès de la MDPH, donc la maison départementale. C'est celle dont vous résidez et pas celle de l'employeur. C'est important de le noter. Il y a le formulaire avec le numéro du CERFA. Il faudra joindre différentes pièces comme vos certificats médicaux, fiches d'état civil et d'autres pièces forcément. Et c'est bien la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui vont valider avec leur commission en fait la décision. Et il y en a régulièrement. Après, encore une fois, selon les régions, c'est pas toujours équitable non plus. Et donc, ça vient aussi allonger le temps du traitement. Alors, quelle démarche? La démarche, on l'a dit, on le redit, c'est très important, elle est volontaire. C'est le collaborateur qui souhaite en parler ou pas et qui souhaite donner son attestation ou pas.
c'est personnel et évidemment, c'est confidentiel. Alors oui, le référent RH sera informé par l'attestation, mais il gardera cette information évidemment confidentielle. Donc, c'est pour rassurer aussi le fait d'oser en parler, et si on ne souhaite que ce ne soit pas diffusé, évidemment, ça ne sera pas. C'est important de le rappeler. Alors, quels sont les acteurs qui peuvent vous aider? On en a déjà un peu parlé, la médecine du travail, le médecin traitant, l'assistante sociale, le service RH, alors vos référents RH, vos managers, enfin voilà, toutes les personnes aussi avec qui vous avez de la confiance, qui peuvent vous aider et vous accompagner sur le sujet. Eux, ils auront toujours un relais d'information, et qui est nous, hein, au niveau de la direction générale et de la DRH, pour aider à accompagner dans la rédaction d'un dossier, pour apporter une réponse pour une saisie d'une prime, pour accompagner sur des recherches de reclassement. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, et vraiment on est tous des acteurs importants, et en fonction de la confiance ou de la personne que vous avez envie d'échanger, elle saura trouver aussi le bon relais. Alors, on rappelle ici, hein, finalement, les statuts dont on a parlé tout à l'heure, c'est important, hein, il n'y a pas que les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés qui peuvent nous permettre, enfin, qui sont éligibles pour les 6%. Donc, c'est important, on le remet. Nous, on va vous redonner en fait aussi ces éléments via des petits flyers. On a des plaquettes, hein, RH sur la RQTH et sur les situations de handicap qu'on va redonner à l'ensemble des référents RH, parce que c'est important de pouvoir avoir des éléments concrets, faciles à lire, à comprendre, et puis qui résument un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc voilà un peu par rapport à ce qu'on voulait évoquer aujourd'hui. L'idée surtout ensuite, c'est de pouvoir avoir le témoignage de Karine, à qui je vais laisser la parole juste après. Sauf s'il y a des questions, s'il y en a de nouveau, évidemment, nous les prenons avec grand plaisir. On espère déjà que ça vous donne des informations un peu plus concrètes. Et voilà, donc n'hésitez pas à lever la petite main ou à poser ou à écrire dans le chat. Je me permets de poursuivre en accueillant. Ah bah non, j'accueille pas. Je prends la question. On y va. Alors, comment savoir si le salarié a déjà reçu la prime OETH dans une autre entreprise, étant donné qu'il doit la recevoir qu'une Exactement. seule fois? Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous, on ne peut pas forcément savoir. Un collaborateur va nous dire, moi, j'ai une reconnaissance RQTH. Il peut nous dire qu'elle est récente, elle est toute neuve, donc très bien. Et après, ça fait peut-être plusieurs années, mais peut-être qu'il ne l'a jamais donnée et qu'il n'a jamais perçu les 500 €. De toute façon, nous, on va la récupérer et on va faire la demande de prime. C'est bien l'OETH qui, elle, pour le coup, a bien un historique et qui dira, bah, cette personne, elle avait déjà perçu, nous ne pouvons pas donner la prime. Voilà, donc il n'y a pas de stress. Si les personnes ne se souviennent pas, nous, on fait la demande et l'OETH nous le dira. Donc, ce n'est pas à nous d'aller vérifier. Voilà, j'espère que ça répond à votre, à votre question. Voilà, donc je me permets d'accueillir Karine. Karine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, alors de nouveau, je tenais à te remercier voilà, de venir témoigner et de parler de ta situation. Je pense que ça pourra, et j'espère, persuader ou en tout cas aider voilà, d'autres collègues, d'autres collaborateurs à oser s'exprimer sur le sujet, puisque toi, tu m'as évoqué récemment que tu avais aussi un handicap, je crois qu'il est invisible, mais voilà, avec lequel tu t'adaptes au quotidien par différentes manières. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, dire un petit peu où tu te situes, ce que tu fais, et puis nous parler, nous décrire aujourd'hui ton handicap invisible? Eh ben, bonjour tout le monde, donc Karine Lamarté, je suis cadre administrative donc, au sein du site de Saint-Paul-de-Moselle à Saint-Rémy-de-Provence. Et effectivement, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé et j'ai même une OETH, exactement, une déclaration OETH qui émane de la sécurité sociale. Donc, pourquoi? Parce que en 2018, j'ai été victime d'un accident de trajet qui m'a occasionné donc des douleurs cervicales, hernie cervicale, et donc un pincement du nerf du bras gauche. Donc aujourd'hui, je suis reconnue handicapée puisque j'ai perdu de la mobilité au niveau de mon bras gauche. Donc j'ai une reconnaissance de 20% de perte de mes capacités. Donc ça m'empêche pas de travailler, ça m'a jamais empêché de travailler.
Par contre, ça m'a permis, au niveau de mes différents emplois, et encore aujourd'hui, si j'en ai besoin, hein, je le sais, c'est d'avoir un aménagement de mon poste. J'ai pu bénéficier, par exemple, sur d'anciens postes de bureaux automatiques qui pouvaient être levés, baissés, de façon à ce que je puisse travailler un temps assise, un temps debout, pour limiter l'impact sur les cervicales, notamment. Et Puisque, ça, bon, c'était le médecin du travail, par exemple, qui a conseillé à l'employeur ce type de matériel? C'est oui, qui tout à fait. qui fait l'ordonnance, entre guillemets? En fait, c'est en lien avec la médecine du travail. D'accord. Au moment de la visite de reprise suite à l'accident de travail, à la déclaration donc de handicap permanent, en fait, le médecin du travail a fait une étude de poste, ce qu'on appelle les études de poste, que nous, au niveau notamment des établissements, on fait souvent. Dès qu'on a des travailleurs en situation de handicap, on fait des études de poste. Donc, j'ai bénéficié d'une étude de poste. Et donc, le médecin du travail a fait des préconisations que j'ai ensuite, moi, évalué, étudié avec mes employeurs concernés, de façon à dire, bah oui, moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, les bénéfices, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant aussi pour moi, personnellement, parce que, oui, les médecins du travail sont là pour accompagner les personnes en situation de handicap pour les aménagements de poste. Ils font des préconisations, mais après, comme tout à chacun, on a nos habitudes de travail. Et des fois, ils nous préconisent, voilà, peut-être un fauteuil, mais le fauteuil qu'on a aujourd'hui nous convient très bien. On ne ressent pas spécialement de douleur sur ce fauteuil. Donc, c'est étudié en fait avec les collaborateurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec mes employeurs et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les salariés du site concernés. C'est que quand on a les précaux du médecin du travail, en fait, on regarde ensemble. On détaille ensemble ce que le médecin du travail préconise et puis on dit, voilà, moi je demande aux salariés, qu'est-ce qui vous intéresse? Et c'est aussi comme ça que moi, mon cas a été pris en compte par mes anciens employeurs, de façon à dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Il y a ça comme préconisation, est-ce que tu penses que ça sera intéressant? On essaye, ou sinon on essaye. On essaye 1 mois, 2 mois, en fonction de ce que tu as besoin. Donc Oui, voilà, donc c'est pour pas moi, figé. comment c'est passé. C'est pas figé, il y a des échanges, on peut revenir. Enfin voilà, c'est pas un conseil une fois, il y a quand même un suivi, un accompagnement pour finalement que les conditions soient optimales, de trouver les conditions optimales, voilà, le temps C'est ça, de et ça s'ajuste détester. en fait. On D'accord. ajuste au fur et à mesure. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir besoin. Aujourd'hui, on dit voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas d'aménagement, j'en reçois pas le besoin. Ressens, pardon, pas le besoin. Pourquoi? Parce que mon poste me permet d'avoir mes petites habitudes dont j'ai besoin pour limiter l'impact sur mes cervicales, c'est-à-dire pouvoir me lever régulièrement, avoir des astuces que j'ai obtenues aussi grâce aux formations que j'ai eues sur comment détendre certains moments mes cervicales, quels exercices je peux faire tout en restant à mon bureau, le fait de marcher, le fait de me lever, voilà, toutes les petites astuces qui m'ont été données et par le médecin du travail, mais aussi dans le cadre de formations complémentaires que j'ai eues au cours de ma carrière. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que dit Karine, parce que ça veut dire qu'au-delà du matériel, par exemple, il y a aussi des possibilités d'être formé. Et alors, c'est vrai que là, il y a la formation pour mieux se tenir, détendre les muscles, etc. Mais du coup, aujourd'hui, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'anticiper tout ça et de faire de la prévention. Et je sais que Karine, c'est ce que tu proposes aujourd'hui aux collaborateurs, parce que effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir, finalement. C'est ça, tout à fait. En fait, dans le cadre du DURP, quand on fait le DURP, parce que alors, qu'est-ce que le DURP? Qu'est-ce que le document unique d'évaluation des risques psychosociaux, des risques professionnels, pardon. Oui. Ce DURP, moi, je m'en occupe. Donc, du coup, ça me permet de faire le lien aussi avec les risques. On a des risques dans nos métiers, peu importe où on travaille. On a tous des risques plus ou moins importants. Et le handicap peut arriver à n'importe quel moment. Donc, moi, je suis sur de la prévention. J'essaye de mettre en avant la prévention parce que moi, mon accident, voilà, je n'avais pas de situation de handicap avant. Ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, je vis avec, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'avancer. Mais du coup, je suis sur de la prévention, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais le travail du DURP, de la réévaluation du DURP, et dans le cadre de situations qui peuvent arriver en cours d'année,
c'est de dire aux salariés, voilà, vous avez telle problématique, vous me dites que telle situation au niveau de votre travail est compliquée, on peut vous former, on peut rechercher des formations, on peut trouver des solutions pour limiter l'impact sur votre dos, vos cervicales, vos bras, vos genoux, enfin peu importe en fait. Et c'est aussi au niveau des difficultés qu'on pourrait avoir au niveau psychique avec de l'analyse de pratique, Exactement. d'accompagnement. On développe beaucoup ces choses-là, nous, dans le cadre de nos formations. Exact. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que Karine nous dit, c'est que là, il y a des formations qui peuvent être prises en charge par l'employeur, bien sûr, par l'OETH quand c'est dans le cadre d'une situation de handicap. Mais il y a une information importante aussi pour les personnes en situation de handicap, c'est par rapport notamment au CPF, le compte personnel de formation, qui est en fait alimenté un peu plus que les salariés classiques. Effectivement, on a par exemple 500 € qui sont alimentés par an, alors que pour les personnes en situation de handicap, c'est quand même 800 €, mais pour ça, il faut être déclaré. Et pareil, le plafond, il va jusqu'à 8 000 €, alors que voilà, un salarié classique, c'est 5 000 €. Et avec ce compte personnel de formation, on peut faire de la VAE, on peut faire des bilans de compétences, etc. Donc c'est vrai que ça permet aussi, quand il y a une question de reconversion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour Karine, mais quand il y a le besoin de reconversion, de réfléchir à un projet professionnel, ça permet d'être appuyé. Donc il y a pas mal de petites mesures complémentaires qui permettent vraiment cet appui. Moi, j'avais une question encore, Karine, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité aussi en parler peut-être au-delà de ton employeur, parce que déjà, c'est ce premier pas-là, mais donc, qu'est-ce qui t'a décidé d'en parler à l'employeur et après à tes collègues? Alors, qu'est-ce que ça apporte? Enfin, moi, j'ai pas de tabou en fait sur le handicap, pas par rapport au fait où je travaille dans le handicap, ça n'a rien à voir, c'est que pour moi, le handicap, ça ne représente pas les compétences de la personne. C'est ce qui est dans la fiche. C'est ce qui est dans la fiche et c'est vraiment important. Je trouve que c'est vraiment, c'est le message le plus important pour moi, c'est que le handicap ne définit pas les personnes déjà, et que malgré un handicap, on peut travailler. Ça ne pose pas de problème. On peut travailler en fonction de ce qu'on aime faire. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a certaines personnes, ils vont dire, oui, mais moi, par exemple, je peux plus être infirmière à cause de mon handicap. Mais une infirmière peut se reconvertir et ne pas avoir à soulever des charges et peut apporter son savoir à d'autres. Et c'est là où c'est important, en fait, c'est que un handicap, ça ne nous empêche pas d'avancer dans le monde professionnel. Et au quotidien, par exemple, le fait qu'on ne voit pas, on discute avec toi, on ne voit pas que tu as un souci à ton bras à gauche, je te dis, ah, Karine, tu peux me donner à côté le dictionnaire, la ramette de papier, etc. Comment tu réagis, comment ça se passe, comment tu exprimes à tes collègues que tu peux peut-être pas ou que tu as besoin d'aide, comment ça se réalise au quotidien? Alors, comme j'ai jamais été comme ils le savent, j'ai jamais eu de tabou là-dessus, donc ils le savent très bien. Et du coup, j'ai même pas besoin de dire, non, je peux pas. C'est eux, généralement, qui, des fois, me disent, fais attention, je peux porter à ta place si tu veux. C'est ça, en fait, qui est intéressant aussi dans l'échange et dans le partage. C'est que ça facilite l'accompagnement et le partage avec les collègues. C'est que moi, ils le savent, donc ils savent très bien à un moment donné que des fois, quand ils me voient prendre une ramette, ah bah tiens, tu veux que je t'aide? Alors bon, c'est leur façon à eux d'être conscients de mon handicap et ils me mettent pas de côté, bien au contraire, ils vont pas se cacher dès qu'ils vont me voir débarquer dans les fournitures parce qu'ils vont pas vouloir m'aider à porter mes fournitures. Bien au contraire, ils vont avoir tendance à être un peu plus attentifs, même des fois à me rappeler à l'ordre quand ils me voient porter quelque chose, en disant Karine, tu devrais faire attention. Mais bon, voilà, après, c'est de la bienveillance. C'est ça, et alors c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure, tu as beaucoup utilisé le mot tabou, et c'est vrai que, alors il y a le tabou avec l'employeur là qui est levé et avec les collègues, et c'est vrai que je pense que le message qui a passé aussi, c'est que surtout, même si tu l'apprécies, mais on est quand même dans un secteur d'activité où a priori on est dans la bienveillance et on est dans le partage, on est voilà dans la compréhension de l'autre, de oser en parler, ça aide en fait, ça facilite le quotidien et ça évite les jugements. Ça évite les critiques, ça évite les moqueries parce que les gens vont pas comprendre. Et je pense que dans le témoignage de Karine, c'est aussi de se dire, il y a le fait de communiquer, de dialoguer, de partager, et finalement ça soulage et on pousse à cela parce que ça a que des vertus.
Et donc, voilà, l'idée aujourd'hui, chez Vivre et Devenir, ce serait de trouver auprès de vous des ambassadeurs pour prêcher la bonne parole, relayer toutes ces infos, donner l'exemple de Karine, échanger sur, voilà, sur tout ce qui peut exister pour dédramatiser et puis oser en parler. Et encore une fois, peut-être encore plus dans notre secteur. Et ce qu'on se disait avec Karine la dernière fois, en préparant le webinaire, c'est que justement, comme on est, plutôt vous êtes face souvent au quotidien à des situations complexes et difficiles, vous pouvez avoir tendance à dire non, mais moi ça va par rapport, non, mais moi ça va par rapport au public, ça va, je tiens le coup, mais moi ça va, c'est pas si grave. Bah oui, mais non, en fait, vous avez cette reconnaissance et vous aussi, vous avez le droit, même à différents niveaux, à différents degrés, d'être accompagné et de bénéficier de tous vos droits pour une fois de plus prévenir plutôt que guérir. Et je pense que c'est important et on va continuer la sensibilisation, nous, tout au long de l'année, tout au long des années, parce que c'est un sujet qui est fort au niveau direction générale. Le bien-être, les conditions de travail, c'est important. Et plus vous serez bien aussi dans votre quotidien, plus vous serez aussi dans des bonnes conditions pour mieux accompagner les personnes. Donc, c'est que du gagnant-gagnant. Donc, vraiment, merci Karine pour de te livrer aussi de manière aussi, j'allais dire, spontanée et naturelle. C'est vraiment très précieux. Si tu devais donner 2-3 mots de la fin, une petite phrase de conclusion sur ton témoignage, qu'est-ce que tu dirais aux collègues? Lâcher, pas de tabou sur ce sujet parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Je trouve que quand la parole est libérée sur ce sujet, on travaille encore mieux ensemble, bien au contraire. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions suite au témoignage de Karine. En tout cas, un grand merci parce que c'est déjà une première fois dans nos webinaires. Voilà, et puis c'est se lancer quand même, voilà, de la parler de manière librement, donc c'est toujours intéressant. Donc un immense merci Karine pour ce témoignage. Il y aura un petit article prochainement, vous verrez, qui sera envoyé par la direction communication sur cette semaine du handicap et sur ce témoignage. Si vous êtes volontaire aussi pour en parler, pour être ambassadeur, voilà, n'hésitez pas, on sera ravis de pouvoir être aussi à vos côtés pour le relais. Et encore une fois, un grand, grand merci, Karine, pour ce témoignage très clair et très précieux. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions, mais Hugo, regarde si c'est le cas. Avant de se quitter, puisqu'on a dit qu'on finissait à 5 heures, il nous reste 10 minutes, on est hyper efficace dans le timing. On va vous poser des petites questions, voir si vous avez bien suivi, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, puisqu'on pourra vous donner les explications en réponse. Première question, Hugo, je te laisse la poser. Alors, un infirmier allergique au latex peut-il se faire reconnaître travailleur handicapé? À votre avis, vous pouvez allumer les micros, vous pouvez crier oui, vous pouvez crier non, vous pouvez faire comme vous le sentez. En tout cas, à votre avis? Oui. 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 Vous êtes trop fort, mais c'était la première question. Oui. Alors, Une allergie peut remettre en cause à court terme ou moyen terme l'aptitude au poste. Et il faut savoir que la RQTH, c'est un dispositif dont on peut bénéficier si on souffre, que ce soit d'un handicap, d'une maladie chronique ou d'un problème de santé. donc ça en fait partie. La question suivante, à votre avis, elle est facile aussi, quelle est la proportion de personnes présentant un handicap invisible? C'est cadeau, ça. 80%. Ouais, vous êtes trop fort. Alors, effectivement, ouais, bravo. J'ai lu hier, moi, dans le guide au ETH, que ça passait à 85. Donc, vous voyez, il faut qu'on voit, à mon avis, ça va aussi entre les deux. Donc, l'handicap invisible, c'est bien un handicap qui n'est pas détectable, qui ne peut pas être remarqué si la personne concernée n'en parle pas. C'est tout ce qu'on vient de dire avant avec Karine. En France, on compte 12 millions de personnes en situation de handicap, on l'a dit tout à l'heure, et parmi elles, il y a plus de 9 millions qui ont un handicap invisible. Donc, on l'a dit, ça peut s'agir d'atteintes liées à une maladie invalidante, sclérose en plaques, fibromyalgie, ou effectivement, après, des difficultés sur des handicaps réduits, des réductions de capacité. Encore une fois, ça peut être aussi un trouble sensoriel, psychique, cognitif, mais aussi d'autisme ou de crise d'épilepsie. Voilà. Bravo. Est-ce qu'on va durcir les questions? Attention, numéro 3. Alors, une personne malvoyante peut travailler sur un poste administratif. Vrai ou faux? Vrai.
Vrai. Bravo. C'est vrai. Alors, dans le monde du travail, la personne, qu'elle soit aveugle ou malvoyante, elle va présenter deux difficultés. Celle de se déplacer et celle de prendre connaissance des informations écrites et visuelles. Mais il y a de nombreuses possibilités d'adaptation pour faciliter Ouais. le quotidien de... On n'arrête pas la technologie et l'évolution en ce sens. Donc, effectivement, il n'y a pas de difficulté a priori particulière. Autre question, durcit un petit peu. Les maladies invalidantes, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, peuvent donner lieu à une reconnaissance du handicap. Est-ce vrai ou est-ce faux? Vrai. Vrai. Ah, vous êtes vraiment trop fort. Vous êtes nos ambassadeurs, hein. Moi, je vais vous désigner, hein. Effectivement, une maladie invalidante, elle est souvent invisible, mais elle peut ouvrir droit à une reconnaissance. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce qui constitue un handicap au sens de la loi de 2005, c'est toute limitation de l'activité ou une restriction de la participation à la vie en société dans un environnement, subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération durable ou définitive, mais en tout cas, effectivement, c'est bien le cas. D'ailleurs, dans la loi 2005, ça a été ajouté ces situations-là. Et ça a permis voilà, de notifier toutes les situations possibles. Donc, effectivement, bravo, ces maladies invalidantes sont extrêmement très présentes en plus. Numéro 5. Le recrutement d'un salarié handicapé donne lieu à une adaptation de poste dans 15% ou 45% des cas. Ça a handicapé donne une adaptation au poste. Ah, ah. Donc là, en gros, c'est est-ce que quand on recrute quelqu'un en situation de handicap, il y a toujours des aménagements, en fait. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a besoin, combien de pourcentage il y a besoin d'aménagement? 15%. 15%. Ouais, Ouais, c'est bien 15%. bravo. Effectivement. Et selon même des estimations, a priori, seulement 10% des personnes handicapées ont besoin d'un aménagement. Donc, c'est quand même vraiment peu. Mais en même temps, ça veut dire qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a une difficulté qu'elle peut pas être, que la personne ne peut pas travailler ou avoir voilà, une activité comme tout le monde. 6e question. Alors, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut-elle être temporaire? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ouais, effectivement, encore une fois, bravo. Vous avez bien écouté, vous saviez avant, mais la RQTH, en fait, c'est un titre qui est valable de 1 à 5 ans et elle peut être renouvelée selon la demande du salarié ou du représentant si nécessaire, si c'est un représentant légal. Elle peut être aussi attribuée à durée indéterminée. Ça va dépendre, encore une fois, du handicap. S'il a un caractère irréversible, forcément, elle va être attribuée à durée indéterminée. Donc, oui, c'est bien le cas. Elle peut être temporaire. Bravo, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes trop fort. On n'a plus rien à vous apprendre, c'est parfait. Et puis, voilà, on voulait terminer avec vous sur quelques infos complémentaires. On vous retransmettra un petit quiz aussi qui est à faire en ligne, qui est assez sympa. Et puis, voilà, donc Hugo va vous présenter un petit peu les partenaires hein, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Oui, donc vous pourrez en fait approfondir un peu le sujet avec plusieurs partenaires, donc que ce soit la CEP, donc la CEP 2023, ou l'OETH, l'URSSAF. Et on vous a mis des liens pour avoir des ressources. Donc ça, on vous l'enverra par mail, hein, le PowerPoint, vous pourrez cliquer sur les liens. Et puis de toute façon, même si vous tapez sur Internet, hein, vous allez toujours trouver voilà, toutes ces infos. Et puis, on tenait à vous donner d'autres petites infos aussi intéressantes. C'est que c'est demain, et je laisse Hugo en parler. Demain, c'est spécial. Il y a l'événement du ODE qui est organisé chaque année, il me semble. Donc là, oui, ce sera demain. Et donc, qui permet des rencontres entre personnes en situation de handicap et employeurs. Donc, qui ça concerne donc, toute personne en situation de handicap de plus de 14 ans et tout collaborateur du secteur privé, public, qui peuvent constituer un duo. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, en fait, c'est de découvrir un environnement de travail ou un métier et
surtout de créer une relation professionnelle et de découvrir de nouveaux talents. Et pour Vivre et Devenir, il y a 6 duos qui sont organisés cette année. Et comment on y participe? Comment on fait pour y participer? Donc, il faut postuler donc, sur le site duodep.fr. On s'inscrit, on dépose les offres et ensuite il y a un suivi, en fait, un accompagnement pour tout organiser les duos. Alors, en fait, là, on a l'information que sur le 93 notamment, hein, c'est l'info qu'on a, il y en aura peut-être d'autres, on a effectivement 6 duos. Alors, c'est des jeunes qui sont de l'IME Excelsior et aussi des résidences de foyer à Bobigny et qui vont aller découvrir des milieux de la restauration, au milieu de l'administration, de la cuisine, chez des professionnels. Donc, je crois qu'en bon employeur, on a Châteauforme, on en a quelques-uns. Petit forestier, oui, Dupont Restauration. Voilà, pas mal dans la restauration, mais pas que, je crois. Donc, on aura aussi, hein, de la part de la direction communication, des informations, des photos, des reportages sur cette journée. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu 2 ou 3 duos. Cette année, on est à 6. Alors après, vous allez me dire, hein, c'est dommage que ce soit sur une journée. Hein, dans l'année, je pense que ça pourrait être très intéressant que ce soit fait plus régulièrement avec des stages, des observations, parce que voilà, c'est extrêmement intéressant et c'est souvent très, très riche en termes de rencontres et d'apprentissage. Donc voilà un petit peu. Et puis, je vais vous laisser. Ensuite, on avait remis le petit film sur l'autisme de Vivre et Devenir qui avait été fait l'année dernière. Donc, comme il est 5 heures, on va pas le visionner, mais en tout cas, vous aurez l'occasion dans le diapo de la voir. Et puis, voilà, après, nous, on voulait aujourd'hui être attentifs, hein, à vous donner des éléments, à vous informer. Alors, je vois que vous avez déjà pas mal d'infos, mais de diffuser, de partager, de dédramatiser sur le sujet du handicap. Et puis, si vous avez des personnes qui veulent en parler, ben, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent déposer leur attestation, eh ben, ils le donnent en fait à leur référent RH de l'établissement qui l'enverra aux plateformes régionales administratives, nos PSR, pour traitement de l'information. Donc, si vous avez un petit téléphone avec vous et que vous voyez ce magnifique QR code, vous pouvez tout à fait le scanner et répondre au petit questionnaire de satisfaction qui vous prendra même pas 1 minute. Donc, voilà, en tout cas, pour nous, c'était important de faire ce temps-là. On essaiera d'en reprogrammer dans l'année, même en dehors de cette semaine spécifique. Et puis, voilà, on espère que ça vous a apporté, en tout cas. Et de nouveau, merci à Karine pour le témoignage, voilà, très efficace et qui va permettre, je l'espère, d'ouvrir sur cette question. Alors, on vous remercie. Et si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en a, on est disponible. A priori, il n'y en a pas. Et si ce n'est pas le cas, on va vous laisser à vos occupations professionnelles ou personnelles. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre participation. Pas de questions, mais merci beaucoup Marine, Hugo et Karine, c'était très clair. Merci. Merci beaucoup. Et vous inquiétez Merci. pas, il y aura le replay. Merci. On aura le replay. Merci tout le monde. Merci, bon courage. À bientôt. À bientôt.